Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le jeudi 19 juillet 2018. Aujourd'hui, focus particulier sur le livre belge de la Fed qui est un petit peu divergent quand même au niveau des inquiétudes sur les relations les tensions plutôt commerciales. On a a priori donc Jérôme Powell qui mardi et mercredi s'est exprimé devant le Congrès américain et qui a vraiment minimisé les inquiétudes des guerres commerciales sur la reprise économique mondiale. Et d'un autre côté, on a des industriels américains qui, d'après le livre belge de la Fed, sont plutôt inquiets des tensions commerciales actuelles. Donc voilà, peut-être un facteur qui à terme changera l'opinion de Donald Trump, étant donné que voilà, Donald Trump soutenait l'activité, enfin fait campagne sur l'activité, enfin a basé sa campagne sur la reprise de l'activité manufacturière aux États-Unis, le retour des emplois. Donc peu probable tout de même qu'on ait un changement immédiat, mais voilà, avec déjà les industriels qui sont inquiets, plus les agriculteurs américains qui sont directement impactés par les tarifs douaniers chinois en représailles aux ceux américains, eh bien, ça pourrait peut-être faire pression sur le gouvernement américain dans ce contexte de guerre commerciale. Donc c'est quelque chose à suivre, mais voilà. En tout cas, on a une petite divergence, il semblerait, entre le livre belge, en tout cas les industriels américains, et Jérôme Powell. Ça, c'est sûr. Alors, avant de poursuivre ce webinaire, je vais tout d'abord saluer la salle de trading et ensuite euh, nous allons euh, nous allons passer au disclaimer et voilà, poursuivre ce point de marché. Bonjour à vous Stéphane, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, Thierry, bien le bonjour à vous. Edgy, François, Gilles, bonjour. Gilles qui me confirme que le son et l'image sont ok. Eh bien écoutez, c'est parfait, merci beaucoup. Franck, bonjour à vous et bonjour à tous. François, bien le bonjour. Thierry qui me dit le beige book qui écrit ce livre, Powell ou des spécialistes économiques de la Fed. Alors, si vous voulez, la Fed, elle est regroupée. Alors, il y a la Réserve fédérale et il y a, il me semble, 12 ou 10 districts fédéraux au sein des États-Unis. Donc, c'est pas une banque centrale, c'est pas une Fed par État. C'est réparti en différents districts. Et en fait, le livre beige de la Fed, c'est simplement une étude de ces des, des réserves fédérales de chaque district, voilà, regroupées. Et donc dans ce livre de la Belge, il y a notamment on va dire le sondage, une étude sur les industriels, sur ce que pensent les banquiers, la population, etc., etc. Voilà, donc c'est une étude en fait économique réalisée par les différentes réserves fédérales des États-Unis. Et donc il y a un gouverneur pour chaque réserve fédérale et Jérôme Powell est, on va dire, le président. Voilà, c'est le président de la Fed. Voilà, donc bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Tout de suite, avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levier en P, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voici le briefing d'actualité. Alors on a Jérôme Powell qui, comme je vous l'ai dit, a réitéré devant le Congrès sa confiance dans l'économie américaine et en plus a affirmé que les attentes de 2 hausses des taux d'intérêt cette année, a affirmé les attentes de 2 autres hausses des taux d'intérêt cette année. Donc voilà, confirmation plutôt que affirmation. Je me suis un petit peu à confirmer qu'il y aura 2 hausses des taux d'intérêt, excusez-moi, cette année. Le livre belge de la Fed qui a répété les inquiétudes des industriels. Alors les inquiétudes des industriels, c'est pas nouveau, hein. Ça fait depuis voilà plusieurs éditions du livre belge qu'on a ces inquiétudes qui sont reflétées, hein. Sinon, on a l'administration de Trump qui a ouvert une enquête pour savoir si les importations d'uranium menacent la sécurité nationale, ce qui pourrait entraîner des tarifs sur le combustible nucléaire. Alors ça, ça semble quand même un petit peu plus logique, hein, dans le contexte de sécurité nationale, les importations d'uranium, voilà, ça semble beaucoup plus cohérent et bon, il y a toujours moyen à critiquer, mais bon, en tout cas, c'est moins,
comment dire, c'est plus logique de faire des études sur les importations d'uranium que voilà sur l'acier et l'aluminium par exemple. Au niveau des tensions des relations commerciales sino-américaines, on a le ministre chinois du commerce qui a déclaré qu'il devrait prendre des nouvelles mesures pour compenser les pertes causées par les tarifs douaniers des États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Donc, ce qui veut dire peut-être baisse des impositions des entreprises chinoises ou alors dévaluation de la monnaie, même si voilà le gouvernement chinois essaie d'éviter cela pour éviter la sortie des flux des investissements. Donc voilà, en tout cas, on a le ministère chinois du commerce qui pourrait prendre des mesures pour compenser les tarifs douaniers, des nouvelles mesures, pardon, pour compenser les tarifs douaniers américains. Au niveau de l'ALENA, on a eu une annonce plutôt importante hier. On a Donald Trump qui a déclaré que les États-Unis pourraient conclure un accord commercial avec le Mexique et en faire ensuite de même avec le Canada, ce qui veut dire plus d'ALENA. En clair, traiter le Mexique et le Canada comme des partenaires lambda, alors que le Mexique et le Canada sont les principaux partenaires des États-Unis. D'un point de vue macro, on a les mises en chantier aux États-Unis qui ont chuté de 12% en juin. C'est un plus bas relatif depuis novembre 2016. Alors pas en valeur absolue. En valeur absolue, c'est un plus bas depuis septembre 2017, mais en valeur relative, donc moins 12%, c'est la plus forte baisse depuis novembre 2016. Et enfin, relation entre les États-Unis et l'Europe, on a le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, qui a déclaré que Jean-Claude Juncker, qui je vous rappelle doit se rendre le 25 juillet à Washington, eh bien présentera une importante offre de libre-échange. A priori, il y aurait en discussion un accord de libre-échange entre les États-Unis, oui, et l'UE. Donc voilà, affaire à suivre. Résumé la science américaine asiatique, alors on a une hausse des marchés actions globalement hier, même si voilà les techs ont reculé de 0,19% après un rebond hier. DXY plus 0,15, on a le rendement du 10-notes qui continue à gratter peu à peu de terrain, 2,87%, ce qui veut dire un marché obligataire vendu. Si on a le rendement qui monte, marché obligataire vendu, et donc c'est synonyme d'appétit pour le risque. Alors c'est pas parce qu'on a le rendement qui augmente qu'on a appétit immédiatement pour le risque, mais ça joue. Ce matin, on a le yen qui progresse et vous voyez que le gold, le Nikkei, le Hang Seng qui sont en recul. Donc là, il n'y a pas vraiment d'appétit pour le risque. C'est, on va dire, plusieurs facteurs, plusieurs critères qui vont nous orienter si on est plutôt dans un appétit ou dans l'aversion pour le risque. Si on a le gold qui progresse, le rendement du 10 ans qui est en baisse, le yen qui est en hausse et les marchés actions qui sont dans le rouge, là on a clairement l'aversion. Et à l'inverse, on a clairement de l'appétit. Calendrier économique, donc vous voyez que cette journée sera très très light. On n'a ni de rendez-vous macro, ni de rendez-vous vraiment politique sur la scène internationale aujourd'hui. D'un point de vue macro, on a eu de bons chiffres de l'emploi en Australie. 50 000 créations d'emplois, oui, au mois de juin, alors que le marché attendait 16 000, ce qui est également supérieur à la précédente publication qui était de 13 000. Et on voit que c'est de l'évolution à temps plein qui a augmenté majoritairement, 41 000. Au niveau des attentes, donc on a à 10h30 les ventes au détail hors automobile et l'essence qui sont attendues pour le Royaume-Uni. 14h30 des chiffres sur le chômage aux États-Unis. Et ce sera l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui sera également important. Voilà un petit peu pour les annonces du jour. Donc nous passons à la tendance, on va passer au forex. On voit que le dollar c'est le plus fort avec le yen, tout comme hier. À l'inverse, le NZD et le GBP4 sont les devises qui sont en baisse, dont surtout le NZD. Alors pourtant, il n'y a pas eu d'annonce majeure sur le NZD. Donc voilà, NZD en baisse. NZD en baisse. Donc on va regarder nos indices. Voilà le NZD. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous mettre en mensuel. On va retracer ces niveaux de support résistance. C'est toujours très utile. Moi, je vous conseille si vous tradez régulièrement, vous analysez vos graphiques, c'est de régulièrement, voilà, refaire l'état tout simplement de vos graphiques.
tout ce qui est niveau de support résistance, ça vous permettra d'y voir plus clair. Parce que parfois, on garde avec les mêmes configurations et au final, on rate des choses. Parce que quand on fait une analyse, on rate souvent des choses. Donc le fait de refaire une analyse régulièrement, ça permet de, au cas où on rate des choses lors de la première analyse, et bien de revoir son analyse lors de la seconde euh, édition, tout simplement. Voilà, donc on va pas non plus trop charger notre graphique, autrement on ne va pas y voir trop clair. Voilà, on va enlever le canal Donchamp. Vous voyez que là on n'a pas vraiment de canal, parce qu'on n'a pas eu le contact vraiment sur le bas de l'oblique. Donc on a en tout cas une oblique baissière. Et voilà, RSI qui a testé 50 hier et qui échoue ce matin à dépasser. Donc on a une baisse du NZD. Voilà, donc je pense qu'on est d'accord que la tendance, elle est vraiment baissière sur le NZD, que ce soit depuis, vous voyez, euh, depuis le début de l'année, on a une tendance baissière ou depuis même un an. Voilà, donc tendance baissière sur le NZD. D'ailleurs, voilà, on a un pseudo canal baissier. Voilà, donc canal baissier sur le NZD. Et vous voyez, dès qu'on a généralement une sortie par le bas du canal, enfin, dès qu'on a le cours qui sort du canal, vous voyez que là, on a eu une divergence. Canal, c'est ni plus ni moins qu'un, on va dire, une indication pour situer les bornes également d'excès. Il n'y a pas que le RSI. Le prix, grâce aux configurations techniques, chartisme plutôt, peut donner des indications sur l'état du momentum. Là, vous voyez, on a une sortie par le bas, divergence. Donc là, on avait clairement un signal d'alerte, comme quoi c'est pas un signal de baisse. Déjà, quand il y a une tendance qui est baissière, que le cours évolue dans un canal baissier et qui sort par le bas du canal baissier, il y a pas de statistique là-dessus, mais je dirais 80-90% de chances que ce soit de l'excès et que ça soit très temporaire sur du très court terme. Donc voilà, dès qu'on a une sortie d'un canal dans le sens de la tendance de fond, c'est généralement de l'excès. Donc à l'inverse, si on est dans une tendance haussière et que le cours sort par le haut du canal haussier, il faut se poser des questions. Et ce n'est pas un signal bullish. Voilà, donc là, ce n'est pas un signal bearish. Le fait que le canal est déjà baissier, on n'exploite pas les signaux de sortie par le bas. Là, vous voyez que il y avait une belle divergence. Et même avant la sortie par le bas, vous voyez là, creux, on avait déjà ce signal divergent qui alertait sur cette baisse du NZD. Donc voilà. En tout cas, NZD, c'est une tendance baissière, je pense que nous sommes tous d'accord. Pour ce qui est de l'AUD, pareil, on va remettre, étant donné qu'on voilà, on n'a pas vraiment de rendez-vous aujourd'hui sur les marchés, on va en profiter pour se focaliser sur l'analyse technique et donc on va refaire vraiment tout ce qui est niveau de support résistance. Donc là, j'ai mis canal Donchamp à 12 mois sur un an. Et voilà, je pense que nous sommes bons. Donc ça, on peut l'enlever. Là, on a un canal baissier, comme on peut le constater.
Vous voyez que c'est pas vraiment un canal, étant donné qu'on n'a pas eu le rebond sur le bas du canal, donc on a peut-être plutôt un triangle. Faut chercher le triangle. Si le canal ne fonctionne pas, triangle, peut-être. Donc là, c'est pas un triangle, c'est un biseau, parce que les deux droites vont dans la même direction, vers le bas. Alors qu'un triangle, on a des obliques qui convergent dans la même direction. Donc c'est pas un triangle finalement. Donc là, attention, on a deux points de contact. Ça, c'est pas un troisième point de contact parce que le rebond n'a pas été suffisamment important. Donc on peut pas vraiment considérer que c'est un troisième point de contact. Mais bon, on va la mettre du coup en pointillé, cette oblique. Voilà, juste pour la mettre entre parenthèses, parce que c'est important quand même de la souligner. Mais vous voyez que la UD, donc pareil, tendance baissière. C'est une devise commodities, c'est une devise qui est impactée par les tensions commerciales. Et voilà, sur une année glissante, elle est clairement baissière. Hier, donc, sur le dollar, pensez-vous que le marché s'essouffle et que malgré la pression, le dollar atteint son plus haut? C'est mon sentiment et vous? Exactement, moi c'est mon sentiment, Franck. On voit que malgré les tensions commerciales qui ont voilà vraiment provoqué un rallye bullish sur le dollar, dorénavant n'ont plus vraiment d'impact. Les propos confiants de Jerome Powell, alors certes c'est bullish en intraday, mais ça ne permet pas de nouveaux sommets. Enfin, je parle bien du DXY, je parle pas de l'USD-Yen. Donc voilà, c'est à surveiller. Là, on va passer sur l'analyse technique du dollar très bientôt, du DXY et de notre dollar index, et on va voir ensemble ce qu'il en ressort. L'OBIC 2008-2015 coupe beaucoup. Alors ça doit être sur l'AUD, tac. OBIC 2008-2015, oui, ça coupe beaucoup. Alors, tac, tac. D'ailleurs, moi, je l'ai tracé sur le graphique mensuel, il me semble. Voilà. Donc c'est pour ça que je la laisse, parce qu'en mensuel, vous voyez qu'on a quelques réactions. Maintenant, je pense que on peut peut-être l'enlever. Voilà. C'est plus vraiment d'intérêt étant donné qu'en effet, on l'a beaucoup cassé. Donc voilà, donc on passe sur l'euro, GBP, et ensuite on va faire l'USD parce que le franc, ça a pas beaucoup, ça va, c'est pas vraiment l'analyse technique du franc et ne change pas beaucoup. Hein. Faut savoir que le franc il est dans un range, le franc index est dans un range depuis 2015, donc voilà, on n'a pas vraiment d'intérêt à comment dire. Alors c'est l'euro, je l'ai fait il y a pas longtemps, je l'ai fait en début de semaine, pas en webinaire, mais je l'ai fait en début de semaine, donc pas vraiment, c'est pas très utile de le refaire, mais je vais vous faire voir quand même. Voilà, les supports résistance. Donc on est en daily. On avait eu un bull market début 2016, début 2017, je vous rappelle. Point bas, point haut, 38-50%. Vous voyez qu'on avait tracé 38%, pardon, de cette impulsion haussière et on a eu le rebond. Donc là, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et la prochaine résistance, elle est encore plus haut. GBP. Alors là, GBP, par contre, sera important. On va la refaire parce que voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et je pense qu'il y a beaucoup à dire depuis. Donc c'est tombé qu'on peut la laisser, 1, 2, 3 points de contact. Le canal, on vient chercher le haut. Pointillé. Voilà. Donc au-dessus, c'est considéré comme une zone d'excès. Et vous voyez que là, donc on a l'oblique, 2 points de contact. La borne haut du canal, c'est ni plus ni moins que le plus haut entre entre les deux premiers rebonds. Vous voyez, entre les deux creux qui composent cet oblique, vous prenez la parallèle et vous cherchez le point le plus haut. Et tout ce qui est au-dessus, ensuite, c'est des signaux d'excès. Et là, vous voyez, sorti par le haut, divergence. Là, on n'a pas de sortie par le haut, mais on a une divergence. Sortie par le haut, divergence. Voilà un petit peu à quoi est considéré un canal. Je vois souvent des gens qui tracent un canal, donc l'oblique baissière, et qu'ensuite ils viennent chercher les deux points le plus haut, et là vous dites qu'il y a un canal. Bon là c'est un petit peu
Bon, en l'occurrence non, mais il y en a qui viendraient chercher les 2 points pour faire en sorte qu'on ait un pseudo-canal. Non, c'est d'un point de vue théorique, d'un point de vue, voilà, ce qu'on vous apprend dans les livres d'analyse technique, c'est pas bon. Un canal, donc un canal haussier, vous venez chercher une oblique support, et ensuite vous prenez sa parallèle et vous reportez cette oblique parallèle au support au plus haut entre les 2 premiers points. Donc je le répète, on a les 2 points, on prend la parallèle et on vient le mettre au plus haut entre ces 2 points. Et donc c'est ici. Et voilà, c'est tout simplement cela un canal haussier. Pour un canal baissier, c'est l'inverse. C'est vous tracez l'oblique résistance, pas l'oblique support. Vous tracez en premier temps l'oblique résistance. Vous venez chercher les 2 points de contact. Et ensuite, vous prenez la parallèle et vous le mettez au plus bas entre les 2 points de contact que vous avez utilisé pour tracer l'oblique résistance. C'est comme ça qu'on trace un canal. Et tout ce qui est au-dessus, c'est pas grave si on a des sorties par le haut. Sorties par le haut, c'est pas grave. Et c'est pour ça que les sorties par le haut, faut les surveiller. C'est pas parce qu'on a une sortie par le haut qu'il faut directement passer à l'achat. Là, on a une sortie par le haut. Sortie par le haut d'un canal haussier, je vous répète, c'est synonyme d'excès. Et là, on voit que le RSI, il n'accompagne pas la sortie par le haut. C'est pas comme si on avait une hausse du momentum lorsque le prix sortait par le haut. Donc là, on avait un signal d'alerte. Bref, je viens sur du mensuel. Je remets notre canal de Donchian. Nous sommes à 12 périodes. Alors, voilà. Donc, on se met en journalier. On se met en journalier et voilà ce que nous avons. On a une prochaine résistance encore beaucoup plus bas. Existe-t-il une saisonnalité estivale sur le Forex? Alors, c'est-à-dire une saisonnalité estivale. Alors sur le FX, ah d'accord, je viens de comprendre. Donc c'est-à-dire est-ce qu'il y a des mouvements qui se répètent selon les saisons? Bah alors, faut savoir que l'été, généralement, c'est une période d'aversion ou plutôt diversification. Donc tout ce qui va être valeur d'aversion au risque vont tendance, je dis bien tendance, à s'apprécier. C'est donc l'or, c'est donc le yen, le franc. Et à l'inverse, donc si on a de l'aversion, de la diversification, on a les valeurs d'appétit pour risque qui ont tendance à reculer. Donc tout ce qui est marché action ont tendance à être sous pression. Voilà. Et enfin l'USD, parce qu'on n'est pas là que pour parler des indices. Donc je vais faire l'analyse technique de l'USD que j'ai faite récemment de mon côté. Et donc voilà ce qu'on a sur l'USD. On s'approche en haut du canal, on a une divergence haussière. Donc voilà, canal baissier, retour en haut du canal. Prochainement, vous voyez, on n'y est pas encore, mais donc c'est un signal qui commence à alerter, d'autant plus qu'on a une divergence qui se crée et qui est quand même assez importante. Bon, la dernière fois qu'on avait une divergence un petit peu similaire, c'était ce moment-là. Alors j'ai pas envie d'alerter, j'ai pas envie de dire qu'on va avoir le même mouvement qui va suivre, mais en tout cas, voilà ce qui s'était passé quand on avait une grosse divergence comparable à celle-ci. On avait une belle baisse. Donc je dis pas que c'est la même chose qu'on peut s'attendre, mais d'un point de vue technique, retour en haut du canal, divergence baissière, ça invite à la prudence. Voilà donc pour le dollar, moi le dollar je trouve qu'il arrive à un plafond, à une zone de plafond, que ce soit sur notre dollar index ou sur le DXY qui reteste, vous voyez ce matin les 95 points, il n'a pas dépassé 95 points, donc voilà, prudence. On a pareil cette divergence qui se creuse de plus en plus. Donc voilà, plus elle se creuse et plus ça alerte sur comment dire,
l'état du momentum, l'état de la tendance, pardon. La tendance qui continue à être haussière, mais qui n'est pas soutenue par le momentum. Ça, c'est pas une situation qui porte confiance. Donc voilà, moi le dollar, comme vous le savez, je ne l'achète pas, je ne le vends pas non plus parce que pour le moment le prix est haussier et ce qu'on trade, c'est le prix, c'est pas le momentum. Donc euh, donc voilà, tant que le prix est haussier, je vais pas vendre le dollar. Par contre, je vais pas non plus l'acheter étant donné que le momentum ne suit pas l'action du prix. Et puisqu'en général le momentum guide l'action du prix, étant donné qu'il est baissier, ça suggère une baisse du dollar. Donc voilà, moi les paires majeures, paires en dollars, honnêtement, il n'y a pas de stratégie, j'ai pas de stratégie à vous donner pour le moment. Tant qu'on n'a pas de retournement du DXY vraiment majeur, eh bien je m'abstiendrai de donner des scénarios. Par contre, en une heure, on voit, regardez, l'euro-dollar dans un canal pendant à peu près un mois, sorti par le bas du canal haussier, pullback, baisse. Donc là, clairement, un signal sorti par le bas, c'est un signal baissier. Vous savez que le pullback, si on avait eu un pullback et une réintégration, on aurait pu dire que c'était un faux signal, mais là on a pullback et retour à la baisse. Donc on a clairement des vendeurs sur ce niveau de prix. Donc là on est toutefois sur un niveau de support qui était le plus bas de la semaine dernière, enfin de hier pardon, de hier. Si on a une clôture sous le SM hebdomadaire, on aura davantage de baisse à s'attendre, un retour à 1,1550. Voilà, donc 1,16 niveau de support et ensuite 1,1550. Il faut bien être conscient que le dollar reste fort en intraday. On le voit, le dollar, c'est la devise la plus forte avec le yen en intraday. D'ailleurs, juste petite parenthèse, on va faire un tour sur notre yen index et regarder notre yen index qui quand même réussit à tenir bon. Vous voyez, doji, chandelier haussier. Alors attention, pas de précipiter parce que hier on avait également un puissant chandelier haussier et finalement en fin de journée ça s'est dissipé. Vous voyez que le momentum s'est clairement dissipé, donc pas parce qu'on a en intraday une hausse qu'il faut l'estimer comme finale. Il faut vraiment attendre la clôture. Mais en tout cas, vous voyez, d'un point de vue technique, ce yen index est sur support, donc ça suggère une hausse. Mais encore une fois, on n'a pas encore les signaux haussiers, donc pas encore de stratégie acheteuse sur le yen. Donc voilà, GBP/USD 1,30. Ça semble assez logique qu'ils viennent chercher ce niveau de prix prochainement. 1,30. Donc voilà, tout ce qui est paire dollar, c'est baissier à court terme. À noter que le NZD, vous voyez, regardez, NZD USD, il arrive proche d'un support à 0,6740 à peu près, donc on a à peine 20 pips de baisse potentielle sur le NZD. Et compte tenu du fait que, regardez encore une fois, le DXY reteste ses 95 points, vraiment la perspective aussi à court terme du dollar est extrêmement limitée. La hausse du dollar à court terme me semble extrêmement limitée. Vous voyez que les plus hauts intraday c'était ce niveau de prix. Donc 80, c'était 95,20. Donc on peut avoir un petit dépassement du DXY au-dessus des 95, mais vous voyez que 95,20 résistance, 95,20 résistance. Donc je vais la noter quand même. Voilà, là on a une zone de résistance. Donc c'est pas impossible que DXY dépasse les 95, mais tant qu'il y a sous les plus hauts de juin, il n'y a pas de raison d'anticiper une poursuite du bull market. Donc la baisse sur les paires majeures, baisse sur l'euro-dollar, baisse sur le GBP/USD, baisse sur le NZD/USD et encore. NZD/USD c'est une devise Como, et qui dit devise Como dit devise qui est qui est pas mal influencée par le commerce international et par la croissance mondiale. Donc là c'est différent, mais euro-dollar, GBP/USD, ça me semble être des paires dont la baisse est extrêmement limitée. Alors que la UD/USD et le NZD/USD sont quand même pas mal influencés par les relations commerciales États-Unis-Chine. Donc rien ne nous dit que cette oblique peut être cassée. Par contre, pour ce qui est de l'euro-dollar et GBP/USD, GBP/USD 1,30, 1,30, ça me semble intéressant, même si on n'a pas les signaux haussiers, ça me semble intéressant. L'euro-dollar, voilà, 1,16, 1,1550. Bon, l'idéal serait retour à 1,15, je vous le cache pas, mais là on arrive quand même près d'une zone de support. La UD/USD,
pareil, sous pression, vous voyez, c'est un couteau qui tombe là à très court terme, sous pression, et voilà, on a plutôt un range. Si on devait dessiner depuis un mois, vous voyez, en bref, si on doit faire à peu près, on a l'AUD-USD qui oscille entre 0,73 et 0,7450. Voilà un petit peu les bornes. C'est des bornes, un écart de 150 pips. Donc là, c'est direction le bas. Vous voyez qu'on a, alors c'était un canal baissier sur la USD depuis le début de l'année. C'est assez clair, hein. Regardez ce canal depuis le début de l'année. Donc là, c'est retour bas du canal. Et là, encore une fois, regardez, canal baissier. Donc tout ce qui est sorti par le bas peut être considéré comme une zone d'excès. Là, vous voyez, sorti par le bas, et on regarde le RSI, divergence. Sorti par le bas, divergence. Pas de sortie par le bas, pas de divergence. Bon, donc c'est pas tout le temps le cas, encore une fois, il n'y a pas d'indicateur qui a 100% raison, il y a toujours des faux signaux, ça existera toujours. Mais voilà, combinaison des canaux et du RSI peut être bien pour opérer les niveaux d'excès dans une tendance. Et à l'inverse, le stochastique sera beaucoup plus utile durant le trading. Voilà, donc là, USD, là, c'est direction, voilà, le bas concrètement à 0,73 31. Les paires en yens, alors les paires en yens, avec notamment les devises Como qui me semblent les plus exposées à la baisse, qui prend le plus important risque baissier, donc tout ce qui va être AUD yen, NZD yen, CAD yen, me semble intéressant à vendre si bien évidemment on a notre yen index qui vraiment émet des signaux bullish, c'est-à-dire qui clôture dans le vert en bas de ce canal. Là, ça serait clairement un signal haussier. Donc CAD yen, si on a le yen index qui clôture dans le vert ce soir ou une de ces prochaines séances, eh bien vous voyez que en plus là on a les paires en yen qui ont des divergences baissières. Donc on a vraiment une convergence des signaux qui suggèrent une surperformance du yen à venir. Donc CAD yen, clairement si on a le RSI qui clôture sous 50 et le prix sous 85, c'est un signal baissier jusqu'à 84 voire même beaucoup plus bas. Pour la UD yen, pareil, divergence baissière. On a des sommets de plus en plus bas sur le RSI, mais de plus en plus haut sur le prix. Et donc, si on a le RSI qui clôture sous 50, ce qui était déjà le cas hier, eh bien, on avait un signal baissier. Bon, en l'occurrence, hier, c'était un faux signal. Vous voyez que même les divergences, il n'y a jamais 100% de bons signaux. Mais finalement, c'est simplement une divergence qui s'accentue. Donc, si on a le RSI qui clôture 50, signal baissier, direction dans un premier temps le pivot mensuel, voire même beaucoup plus bas. Donc AUD yen, CAD yen, NZD yen sont les paires qui me semblent les plus intéressants à vendre si on a le yen index qui rebondit. Vous voyez, NZD yen, divergence baissière, c'est pareil. Et bien l'objectif sera baissier, direction de pivot mensuel. Et d'un point de vue prix, si on veut attendre une confirmation sur le prix avant, si on veut plus que le RSI, eh bien on va chercher les plus bas, même s'il n'y a que 2 points de contact. Hein. On va chercher les plus bas du précédent rallye haussier. Si on a une clôture sous ces 2 plus bas, sous l'oblique, pardon, qui vient chez les 2 plus bas, eh bien c'est également un signal baissier. C'est pas une oblique support, mais ça veut dire qu'on a vraiment une cassure de la tendance. Donc voilà. Et donc pivot mensuel, puis même beaucoup plus bas. Hein. Pivot mensuel serait le premier objectif baissier en cas de rebond du yen index. Et vous voyez qu'on peut même, sur l'euro yen, on retrouve cette divergence. Sur le GBP yen, pareil. Donc voilà, les divergences ne sont pas que sur les paires yen commodities, on va dire. Elles sont vraiment présentes partout, mis à part sur le SD yen. Le SD yen, vous voyez que c'est un... sur le SD yen, ça s'accentue. Vous voyez, sommet de plus en plus bas, sommet de plus en plus haut. Mais bon, vous voyez que le RSI pour le coup de l'USD yen, c'est le plus élevé en 4 heures. C'est potentiellement le moins intéressant. L'USD yen,
il y a des chances qu'ils viennent chercher 113,50, vous voyez l'ancien sommet de son range, avant de repartir à la baisse. Voilà, donc les paires moyennes, ça semble se préciser. Demain, à mon avis, on aura les confirmations de ces divergences. Vous voyez que le CAD est relativement proche de 50, donc d'ici, là on est sur l'unité de temps 4 heures, donc d'ici 2-3 chandeliers, ça fait 8-12 heures. D'ici 8-12 heures, à mon avis, on aura le RSI qui, enfin, il y a des chances que le RSI passe sous 50. Et pour la UDIN, c'est pareil, vous voyez qu'on est à 51. Et le NZDIN, c'est pareil. Donc, voilà. Mais encore une fois, en plus de ces divergences, l'idéal, ça serait que ce Yen Index clôture sur l'unité de temps journalière dans le vert. S'il clôture dans le vert sur la base de ce canal, ce serait un puissant signal haussier. Voilà donc pour mon point de vue sur le Forex. On passe sur les marchés actions avec l'Eurostoxx qui est vraiment en très légère hausse. L'Eurostoxx qui peine vraiment à progresser. Le CAC hier, pardon, on était plutôt, j'étais plutôt sceptique compte tenu du fait qu'il avait rejoint son R1 mensuel. Et finalement, on a plutôt on était plutôt bon sur cette analyse, étant donné que avec le R1 mensuel a fait office de résistance, et qu'à l'inverse, le R1 du jour, c'était le support à viser. Donc si on regarde le R1 du jour d'hier, enfin l'action du prix sur le R1 du jour, c'est pas très lisible comme cela, donc on va se mettre sur du 15 minutes. Donc hier, je rappelle, on avait le R hebdomadaire qui avait été rejoint. Et, pardon, moi j'étais plutôt sceptique sur ce dépassement, parce que c'était le premier test du R1 hebdomadaire. Finalement, vous voyez, donc mercredi, là aujourd'hui nous sommes jeudi, mercredi, le R1 du jour, voilà, donc c'était la zone d'achat d'hier. Ça n'a pas vraiment été atteint par en fin de séance, mais si on regarde un petit peu plus haut, vous voyez, de quelques points, on a eu parfaitement le cours qui a oscillé entre son R1 hebdomadaire et son R1 du jour hier. Pour le coup, on avait raison, on avait plutôt bon sur l'analyse d'hier. Qu'est-ce que ça en est pour aujourd'hui? Donc le R1 hebdomadaire qui fait toujours office de résistance. Ce matin, on a plutôt la version plus risque. On a vu en séance asiatique, regardez les indices asiatiques sur les futurs, le Japon en baisse, le Hong Kong en baisse, la Chine en baisse. Et voilà, donc on a plutôt de la version. En plus, on a les techs. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est les techs qui donnent le climat presque. Hein. C'est les techs qui donnent le climat des investisseurs. Hier, Nasdaq qui clôture dans le rouge. Séance asiatique qui clôture dans le rouge. Voilà. Avant-hier, Nasdaq qui clôture dans le vert. Séance asiatique dans le vert. Séance européenne dans le vert. Donc là, puisqu'hier on a eu la clôture dans le rouge du Nasdaq, il y a des chances qu'on connaisse une journée de baisse pour les marchés actions européens. Alors pas un moins 1%, il n'y a pas de raison qu'on perde 1% sur le CAC. Là on est déjà à 0,25, ce qui est déjà une baisse, je dirais pas importante, mais raisonnable. Donc voilà, ne pas non plus chercher un retour au pivot hebdomadaire. Il y a peu de chances qu'on vienne chercher ce niveau-là. À part si on a, on a déjà le pétrole qui perd près de 1%, mais à part si on a une hausse de l'euro, une baisse majeure du pétrole, les rendements obligataires qui baissent en Europe, dans ce cas-là, oui, on n'aurait aucun facteur de soutien réellement. Mais là, ce matin, c'est quand même assez light, les facteurs de baisse. À part de l'aversion, on n'a pas grand-chose d'autre, à part la baisse du pétrole. Vous voyez que l'euro reste stable quand même. Moins 0,29, donc moins 0,9, c'est bon pour les indices européens. C'est pas comme si on avait une hausse des marchés à actions. Donc là, le CAC, voilà, S3 du jour, je pense à faire un bon niveau de support, voire même le S2. Mais bon, pour le moment, le S2, si on se prend une minute, vous voyez, regardez le S2. Rebond au pips près. Donc, ouverture gap baissier, le rebond. Vous voyez le pivot du jour, résistance. Et là, on vient chercher le S2. Pourquoi pas le S3? Donc là, c'est plutôt un tempérament baissier qui devrait dominer aujourd'hui. Donc, si on a des rebonds, eh bien, pourquoi pas en profiter pour passer à la vente. C'est un petit peu ce que je suggérerais sur les indices européens.
Le DAX. Ah pardon, je viens de voir une question sur l'USDK dans 15 minutes que j'ai pas répondu. Du coup, je vais répondre juste après les indices, hein. Donc dans 2-3 minutes, je réponds à votre question. Le DAX, c'est pareil, donc en 4 heures. Regardez le R2 hebdomadaire, la résistance. Impressionnante. Euh, Hier, on avait montré ce R2 hebdomadaire et c'était une parfaite zone de résistance. Donc voilà, R2 hebdomadaire, résistance et stratégie short. Ça m'étonnerait qu'on revienne à ce niveau de prix, mais donc rien qu'un retour au pivot journalier serait une opportunité, je pense, de vente. Ouais, c'est pas, encore une fois, c'est pas parce qu'on revient au pivot du jour qu'il faut immédiatement vendre, faut attendre des signaux. Mais là, en l'occurrence, vous voyez qu'on avait une belle divergence. On avait un prix consolidé sous son R2, le RSI qui était de plus en plus bas. Si on se met sur du horaire, peut-être que sur du horaire, on a cette divergence. Oui, non, prix stable, RSI en baisse. Donc DAX baissier sous le pivot du jour. Tant que le cours se maintient sous le pivot du jour, c'est baissier jusqu'au S1, voire S2. Si le prix clôture, enfin si le prix passe au-dessus du pivot du jour, c'est direction le R2 hebdomadaire. Voilà donc pour les indices. Je reviens sur le USD-CAD. Alors déjà, je vais me mettre en 4 heures pour voir un petit peu la tendance. 4 heures, vous voyez que c'est voilà, c'est un petit peu... on a un petit canal haussier, mais bon. Personnellement, je trouve l'USD-CAD pas très intéressant en ce moment. Elle est pas très intéressante cette paire. En tout cas, elle m'intéresse pas beaucoup. Voilà, canal. Lancement d'une heure. Voilà, donc le canal haussier. 15 minutes. Bon, il semblerait qu'on a une belle hausse. Hein, l'USD qui clairement est en hausse ce matin. C'est même une très belle hausse. Hein, honnêtement, les chandeliers sont exceptionnellement jolis. Hein. Cette hausse, elle est rien à dire. J'ai jamais vu une hausse comme ça sur les graphiques avec ces chandeliers. C'est presque artistique. Donc l'USD CAD en hausse, pétrole qui est en baisse. Donc forcément, si pétrole est en baisse, le CAD fait preuve pardon d'un petit peu de comment dire de légèreté. Donc l'USD CAD, on ira très probablement chercher le R1 hebdomadaire qui correspond également au R1 journalier. Donc on a cette zone sur l'USD CAD vers les 1,3230 à peu près, qui est une zone de résistance de court terme. Là, regardez un petit peu, ah, c'est magnifique, hein, cette divergence. Vous voyez que c'est l'impression de voir des montagnes russes. Donc voilà, là c'est direction le R1 hebdomadaire. Je suis rentré à l'achat ce matin sur les 4, je vise le R1 du jour. Voilà, R1 du jour, je dirais même un petit peu en dessous parce qu'on a le R1 hebdomadaire. Le R1 hebdomadaire, c'est un poids quand même assez important, en tout cas sur les indices. Donc voilà. Voilà pour le Forex, l'or. Du coup, hein, comme je vous l'ai dit hier, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous ou si c'était dans mon article, mais du coup, attends, ça est baissière. Non, je l'ai dit à vous et je l'ai dit dans mon article, je me souviens. Et elle est plus haut de 20 périodes sur le graphique 4 heures, donc c'est pas le plus haut de 20 jours, hein, c'est plus haut de 20 périodes sur le graphique 4 heures, semble être des bonnes opportunités de vente sur le l'or depuis qu'il est dans ses tendances baissières, donc depuis le mois d'avril. Ça fait 3 mois qu'il est en baisse. Hein. Et donc vous voyez, là on est dans une tendance baissière plus haut de 20 périodes sur le graphique 4 heures. Donc là, c'est pas le point parfait, évidemment, mais on avait des bonnes opportunités. Là, c'est pareil. Bon, par contre, avec un petit peu de, je dirais pas d'intelligence, mais de réflexion, on avait cette divergence juste avant, on était proche du bas du canal, donc shorter lorsque le prix est proche du bas du canal, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Donc là, en l'occurrence, ce signal, on aurait pu l'éviter. À la rigueur, si vous combinez, regardez, cette stratégie, prenez le plus haut de 20 périodes lorsque le RSI est au-dessus de 50, là, il y a beaucoup plus d'intérêt. RSI au-dessus de 50, plus haut de 20 périodes. Ça vous permet de filtrer et de pas shorter quand on est déjà très bas. Là, plus haut de 20 périodes, sauf que le RSI est sous 50. Plus haut de 20 périodes, RSI au-dessus de 50. Tac, 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 plus haut de 20 périodes, RSI au-dessus de 50.
plus haut de 20 périodes, RSI au-dessus de 50. Également ici. Et donc voilà, je pense que c'est finalement, tant que le cours se situe, évolue dans ce canal, tant que le cours évolue dans ce canal, eh bien, c'est peut-être finalement une stratégie bête, mais qui pourrait continuer à fonctionner. Donc là, on est sorti par le bas du canal. Comme vous savez, sorti par le bas d'un canal baissier, c'est un signal d'excès, comme ce fut le cas ici. Et vous voyez qu'ici, voilà, on a clairement, ouais, si on devait étendre cette flèche qui vient chercher creux, creux, eh bien, on a une divergence. Donc, voilà, on reste dans une tendance baissière. Donc, acheter l'or dans une tendance baissière, bien qu'il y ait une divergence, ça reste la contre-tendance. Donc, prudence si vous souhaitez passer à l'achat. En tout cas, techniquement, vous le savez, pour moi, c'est pas le moment. Déjà, encore une fois, on est dans la contre-tendance, mais en plus, le RSI est dans un momentum extrêmement baissier. Et moi, vous savez que j'aime bien attendre que le RSI clôture au-dessus de 50 après une divergence pour passer à l'achat. Or, apparemment, le RSI est très loin de 50. Donc, la divergence pourrait continuer à se creuser. Et si on regarde d'un point de vue un petit peu plus long terme, ça semblerait logique que l'or vienne chercher les 1200 dollars. Regardez. 1200 dollars, momentum extrêmement baissier. Et encore une fois, c'est pas parce que le momentum passe dans sa zone d'excès que on va avoir immédiatement un rebond. Regardez. Là, on a le RSI qui clôture, voilà, clôture sous 50, clôture sous 30. Et vous voyez que la baisse, elle a été encore extrêmement importante. Et là, on a une sortie par le haut. Alors, RSI qui sort de sa zone d'excès. Et entre ces deux points, vous avez quand même une baisse de moins 1%, 14 dollars. Et par rapport au plus bas, 27 dollars. Donc près de 30. Donc c'est pas parce que le RSI arrive dans sa zone d'excès qu'on va avoir le rebond. Voilà, donc là, on peut faire également l'analyse, vous le savez, sur le RSI. Donc l'oblique de momentum, on vient chercher les deux sommets. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On vient chercher la parallèle qu'on reporte au plus bas entre ces deux sommets. Et là, on a le fameux canal. On a le fameux canal de momentum. Voilà, et donc on a différents maintenant scénarios pour anticiper un retournement vraiment de la tendance. Sur le momentum, si on a une sortie par le haut de ce canal haussier, retournement de momentum. Ensuite, ouais, donc première étape pour vraiment du swing trading moyen terme. Hein. Sortie par le haut du canal, puis dépassement de 50. Là, on a deux étapes qui donneraient deux signaux de rebond du momentum. Tant que le momentum évolue dans ce canal, on a, bon, parfois on a des hausses, vous voyez, de momentum. On n'a pas vraiment de hausse du prix. Dès qu'on a une hausse du momentum, le prix, vous voyez, au mieux, consolide. On a un petit rebond, vous voyez, de quelques dollars, mais on n'a pas grand chose d'autre. Donc, tant que le RSI évolue dans ce canal, j'ai envie de dire à moyen terme, on est dans une tendance baissière. Donc, d'un point de vue momentum, il faut surveiller ce canal et 50. Si on a le RSI qui sort par le haut du canal et dépasse 50, on aura deux signaux bullish importants. Et sur le prix, bien sûr le prix, c'est le canal, pareil. Le canal baissier. Si on a une sortie par le haut de ce canal, eh bien, on a un signal bullish pour du moyen terme. Mais encore une fois, d'un point de vue swing court terme, tant que le prix évolue dans ce canal et le RSI également, eh bien, je pense que c'est plutôt une stratégie vendeuse qui doivent être adoptée. Et donc, si on a un plus haut devant période sur graphique 4 heures accompagné d'un RSI au-dessus de 50, ça peut être une combinaison toute bête, mais exploitable pour shorter l'or. Si je le trouve en survente, François, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il est en survente qu'on va avoir un rebond. Survente, c'est quoi? C'est un puissant momentum baissier. Alors oui, tout excès se fait corriger, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand l'excès se fait corriger. Et c'est pas, quand il y a une zone d'excès, la correction n'est pas immédiate. Elle peut prendre un jour, elle peut prendre une semaine, comme elle peut prendre un mois. Vous voyez qu'ici, par exemple, sur le journalier, on a une divergence. Vous voyez, si on prend le creux ici
le creux là, même si le creux n'est pas formé encore, même si le creux n'est pas formé. Donc c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple de ma part. Mais donc là, vous voyez, 4 heures, 4 heures. Ouais, on a des creux quand même de plus en plus haut. Ça fait un mois. Et pourtant, vous voyez qu'on n'a pas eu le rebond, on n'a pas eu le renversement de la tendance. C'est pas parce qu'il y a une divergence, c'est pas parce qu'il y a un excès, c'est pas parce que le RSI arrive dans une zone de survente qu'on va voir le rebond du prix. C'est simplement des zones d'alerte. Les zones d'excès, c'est des zones d'alerte. Les divergences, c'est des zones d'alerte. C'est pas des signaux pour moi qui sont tradables, dans le sens qui vont m'inciter à trader. C'est juste des signaux d'alerte. Et avec ces signaux d'alerte, ensuite j'attends des rebonds vraiment de momentum, c'est-à-dire un momentum qui passe au-dessus de 50, donc un RSI au-dessus de 50, donc un momentum bullish, ou que le prix sorte par le haut du canal. Voilà, ça c'est des signaux de retournement. Mais les divergences et zones d'excès sont pas des signaux de retournement. C'est des signaux d'alerte sur la tendance actuelle. Donc voilà un petit peu mon opinion sur l'or. Voilà, je pense que faut plutôt se positionner à la vente. Et je répète la stratégie qui me semble voilà vraiment bête, mais voilà, qui semble fonctionner depuis le début de ce bear market. Alors attention, hein, moi je ne l'ai pas suggéré cette stratégie auparavant, donc je n'ai aucun crédit à donner cette stratégie, mais vous voyez que plus haut de 20 périodes, lorsque les RSI est au-dessus de 50, ça peut être un bon point d'entrée tant que le cours se situe dans ce canal. Voilà tout pour ce point de marché. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Alors, quel est l'actif le plus tradé pour l'or, les futurs cotés à Chicago ou le spot XAU USD? Alors, quel est l'actif le plus tradé pour l'or, les futurs cotés à Chicago ou le spot alors je pense, alors je connais pas les volumes, hein, j'ai pas les volumes en tête, mais je pense que ça doit être le futur coté à Chicago, hein. Je pense que ça doit être celui-là. Voilà donc pour ce point de marché. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Journée un petit peu light d'un point de vue macro, donc ne vous attendez pas non plus à énormément de volatilité. Enfin, à part si on a Donald Trump qui décide de tout et quelque chose. Mais voilà. Sinon, dans le cas contraire, d'un point de vue macroéconomique, ça devrait être assez calme. Excellente journée à vous et à demain pour ma prochaine revue des marchés.